Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avec les contributions de Philippe Delamer, Paul Dupuet, Jean-Marie Lutringer, Philippe Mérieux, Marc Michel, Nicole Mosconi. Sommaire. Éthique et formation. Sous la direction de Gérard Ignace et Hugues Lenoir. Première partie, réflexion. Laïcité et formation. Gérard Ignace, maître de conférences de sciences politiques à l'Université de Reims, directeur du Centre de recherche et d'intervention de l'éducation permanente de Paris 10. Approche philosophique de l'éthique en éducation. Nicole Mosconi, professeure de sciences de l'éducation à Paris 10. Éthique et formation des enseignants. Philippe Mérieux, professeur de sciences de l'éducation à Lyon 2. Contre les valeurs, une expérience éthique. Philippe Delamer, directeur adjoint du service de la formation professionnelle Paris-Ouest EDF-GDF. La question éthique chez les formateurs. Hugues Lenoir, directeur du Centre d'éducation permanente de Paris 10. Le respect de la personne en formation. Paul Dupuet, responsable audit et qualité à INSEP Ingénierie. Formation continue universitaire et services publics. Marc Michel, professeur à l'Université des sciences humaines de Strasbourg, président de la Conférence des directeurs de services de formation continue universitaire. Le développement de l'activité de formation et ses nouvelles formes de régulation. Entretien avec Jean-Marie Lutringer, directeur de Circe Droit et Politique de formation, professeur associé à Paris X, réalisé par Gérard Ignace. Deuxième partie, enquête. Compte-rendu d'une enquête par entretien sur éthique et formation, auprès de praticiens des métiers de la formation et activités connexes. Enquête réalisée à l'initiative d'INSEP Ingénierie par un groupe de travail animé par Paul Dupuet et Hugues Lenoir. 1. Problèmes rencontrés. 2. Dialogue autour de ces problèmes. 3. Public et situation à risque. 4. Tendances actuelles et incidences éthiques. 5. Règles et usages du milieu professionnel. 6. Charte de qualité et code déontologique. 7. Rôle des organisations professionnelles. 8. Nouvelles dispositions souhaitées. 9. Formation des formateurs et préparation au métier de la formation. 10. Place de l'éthique dans le professionnalisme de la formation. Première partie, réflexion. Laïcité et formation. Gérard Ignace. Maître de conférences de sciences politiques. À l'Université de Reims, directeur du Centre de recherche et d'intervention de l'éducation permanente Paris 10. Till Lespiègle se trouvait un jour à Paris comme on passait les examens pour la licence. Il alla se placer en face du docteur qui était en chaire, et se mit à le regarder. Le docteur lui dit : « Cher camarade, pourquoi regardes-tu ainsi ? As-tu quelques questions à faire ? » »« Oui, monsieur, répondit Lespiègle, j'ai une question importante à poser. Qu'est-ce qui vaut mieux, qu'un homme fasse ce qu'il sait ou qu'il apprenne ce qu'il ne sait pas ? Sont-ce les docteurs qui font ce livre ou les livres qui font les docteurs ? Les docteurs se regardaient les uns les autres. Ils se consultaient. Les uns pensaient qu'il faut apprendre ce qu'on ne sait pas, mais la plupart étaient d'avis qu'il vaut mieux faire ce qu'on sait. Lespiègle leur dit : « Vous êtes de grands fous puisque vous voulez sans cesse apprendre ce que vous ne savez pas et qu'aucun de vous ne fait ce qu'il sait. » Puis il tourna les talons et s'en alla. Les aventures de Till Lespiègle. 14e siècle allemand. Chapitre 105. Comment Lespiègle alla à l'Université de Paris. Il y a un étrange paradoxe concernant les rapports de la laïcité et de la formation en France. La question de la laïcité est au cœur des débats politiques français, s'agissant de la formation initiale depuis près de 2 siècles. Curieusement, il a été à peu près absent de ceux qui ont contribué à la naissance de la formation continue. Cela ne signifie pas que le problème de la laïcité ne concerne en rien la formation continue. Certaines pratiques des sectes religieuses ont été mises à jour dans la formation permanente ces dernières années. Le refus des pratiques sectaires, aussi nécessaires soient-ils,
ne saurait dédouaner d'interrogations plus fondamentales sur les visées et les méthodes de la formation. Certains glissements de l'expression de soi à la manipulation soulèvent des inquiétudes. L'université et l'Église. Pour commencer à saisir cette question de la laïcité et de la formation, imaginons qu'un colloque, comme ceux qu'on organise aujourd'hui dans les universités, se soit tenu à l'Université de Paris il y a 250 ans. La tradition des colloques y est alors bien établie depuis la création de l'Université de Paris, en 1221. Une des bases de l'enseignement est, après le cours magistral, la disputatio. Il s'agit d'échanger des arguments pour ou contre telle position. Nos colloques et soutenances de thèse sont les héritiers de cela. Cette idée de la discussion, de l'échange libre d'arguments contradictoires est très proche de ce que nous appelons aujourd'hui laïcité. Ne nous leurrons pas cependant. L'université est alors une institution d'Église. Elle tient son pouvoir de délivrer les licences d'enseignement du pape, et dans les colloques on n'aurait vu que des clercs, masculins de surcroît. Enseignants comme étudiants ont en effet tous reçu au minimum le premier niveau de la cléricature, la tonsure. La dépendance vis-à-vis de la religion catholique romaine n'a évidemment rien de laïque. La papauté entendait que l'université soit une institution entièrement à son service, pour défendre l'orthodoxie de la foi. Cette dépendance envers l'Église permet cependant de s'affranchir des exigences du pouvoir royal, et l'université a su jouer de la concurrence des pouvoirs royal et papal. Le roi ne peut envoyer sa police dans les locaux de l'université. Cette franchise universitaire existe toujours aujourd'hui, et la police n'entre sur un campus universitaire. C'est arrivé quelquefois à l'université de Nanterre il y a près de 30 ans, qu'à la demande des instances universitaires responsables. De même, encore aujourd'hui, les universitaires français sont les seuls fonctionnaires qui ne sont pas notés. Au Moyen Âge, le pape est à des milliers de kilomètres, alors que le roi est de l'autre côté de la Seine. La protection vis-à-vis du plus proche permet de relativiser l'emprise du plus lointain, qui reste forte cependant. La remise en question de l'autorité de l'Église catholique romaine, lors de la Réforme, ne conduisit pas à une diminution de l'autorité de la religion sur la formation malgré les divisions. Le principe cuius regio et jus religio, la religion du prince est celle de ses sujets, nia la liberté religieuse et à travers elle celle de l'enseignement. On vit donc des légitimités rivales, mais toutes à base religieuse. L'approche scientifique expérimentale. Cependant, au XVIIe siècle, commença à se manifester ce que nous appelons l'approche scientifique moderne avec notamment Francis Bacon et Galilée. À travers la question de savoir si la Terre est le centre du monde, c'est toute une conception théologique qui est remise en cause. Et pourtant elle tourne, dira Galiléen, réhabilité par Jean-Paul II en 1992, refusant ainsi les prétendues évidences métaphysiques. Avec le discours de la méthode de Descartes, publié en 1637 et plus tard avec David Hume, 1711 à 1776, les conceptions religieuses autoritaires de l'éducation sont remises en cause. Il n'est pas inutile de rappeler ici les 5 règles de la méthode cartésienne. Règle de l'évidence n'accepter comme base de départ que ce qu'on distingue clairement. Règle de l'analyse, diviser chaque difficulté pour la résoudre. Règle de la synthèse, aller du simple au complexe. Règle de l'hypothèse, supposer les choses ordonnées et le faire vérifier ou non par l'expérience. Règle de l'énumération exhaustive pour vérifier les résultats en fin de parcours. Voilà bien des bases possibles pour un discours laïque sur la formation. On peut trouver des insuffisances à cette énumération, et considérer que la méthode française cartésienne n'est pas le nec plus ultra de la recherche et de la formation. Mais en matière de formation comme dans d'autres domaines, se situer en deçà risque de faire retomber dans des approximations dangereuses. Newton, 1642 à 1727, prolonge les règles de la méthode expérimentale. Le XVIIIe siècle va généraliser l'esprit scientifique, et le XIXe siècle développe les systèmes nationaux d'éducation. Comme le note Philippe Brault dans son ouvrage sur l'État, l'école, soutenue par l'État ou directement prise en charge par lui, ne remplit pas seulement un rôle de transmission de connaissances en vue de favoriser la formation intellectuelle et l'insertion professionnelle. Elle est un lieu de socialisation, et plus précisément de socialisation politique.
C'est là que se trouvent inculqués des savoirs relativement élaborés sur l'histoire de la communauté nationale, ses valeurs légitimes, ses institutions. 2. Finances publiques et enseignement privé. La question de la laïcité en France a été largement focalisée, depuis le XIXe siècle, sur le problème du financement public de l'enseignement confessionnel. La loi Fallou du 15 mars 1850 avait cherché à favoriser l'enseignement privé, essentiellement catholique, mais avait interdit aux communes de financer les établissements privés, avec cependant une tolérance pour les investissements et dans la limite de 10% de leur montant, article 69. Un siècle et demi après, quand le gouvernement Balladur voudra remettre en cause ces limites au profit de l'enseignement privé, une gigantesque manifestation le 16 janvier 1994 l'obligera à renoncer. Il faut aussi se rappeler qu'une décennie plus tôt, le 24 juin 1984, une manifestation aussi impressionnante avait obligé le gouvernement maurois à retirer son projet de grand service public laïque de l'éducation. La loi Fallou, avec ses contradictions, semble indépassable depuis 150 ans. Une de ses ambiguïtés réside dans le fait qu'elle ne concernera pas l'enseignement technique. Les restrictions au financement public des établissements confessionnels ne s'appliqueront pas à l'enseignement technique, loi Astier. De même, l'enseignement agricole, relevant du ministère de l'Agriculture et non de celui de l'Instruction publique, aura droit aux mêmes largesses. On peut ainsi commencer à distinguer deux domaines traités de manière différenciée. L'enseignement initial général dans lequel l'État veut garantir le principe de laïcité et les enseignements spécifiques, techniques, agricoles et plus tard, formation continue, où le souci de la laïcité est moins affirmé. On peut penser que s'agissant, dans la deuxième catégorie, de formations dans lesquelles l'élément scientifique est plus fort et l'élément idéologique moins fort, technique et agricole, les risques de manipulation sont moins importants. De même pour la formation continue d'adultes, on peut considérer que le libre arbitre de chacun est mieux protégé. Comme on le verra, cela reste à vérifier, mais il est indéniable qu'il y a deux attitudes très différentes. Jules Ferry et la morale laïque. Précisément, la question du respect de la personne, et singulièrement de l'enfant, est au cœur du débat sur l'école primaire au début de la Troisième République. La loi de Jules Ferry du 28 mars 1882 ajoute à la gratuité la laïcité, et l'obligation d'aller à l'école. Elle remplace l'enseignement religieux par l'instruction civique et morale. Jules Ferry déclare : la neutralité confessionnelle est une neutralité qui importe à la sécurité de l'État et à l'avenir des générations futures. Elle est d'intérêt général. 3. La morale laïque devient donc la valeur commune de la République. Le 27 novembre 1883, Jules Ferry écrit une célèbre lettre aux instituteurs. Il leur recommande de ne pas jouer les apôtres d'un nouvel évangile. Demandez-vous s'il se trouve un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Cette morale laïque élémentaire peut relever d'une civilité naïve, selon le mot de Jean Bobéro IV. Et l'on peut s'interroger sur les références de l'ainsi nommé honnête homme. À l'époque, et dans la bouche de Ferry même, ces références étaient aussi impérialistes et colonialistes. Il n'en reste pas moins que l'exigence de respect du formé demeure un élément fondamental dans la formation. Après Ferry, au fil des alternances politiques, on voit par exemple augmenter les subventions au privé en plus de la loi Fallou, après la Première Guerre mondiale en 1919, mais le préambule de la Constitution de 1946 place la laïcité de l'enseignement à tous les niveaux au rang des principes juridiques fondamentaux. Au début de la Ve République, Michel Debré fixe un nouveau cadre d'aide à l'enseignement confessionnel. La gauche au pouvoir en 1981 essaye en vain de revenir sur ces dispositions, et en 1994, la France se divise de nouveau sur la révision de la loi Fallou. Et la formation continue ? Aucun de ces débats n'a concerné la formation continue. On sait que les principaux initiateurs de celle-ci, Eugène Descamps et Jacques Delors, sont eux-mêmes issus du catholicisme. Mais Eugène Descamps a déconfessionnalisé la CFTC en créant la CFDT, et Jacques Delors rejoindra une gauche dans laquelle le courant laïque est fort. Eugène Descamps, qui a été professeur associé à Paris X après avoir été secrétaire général de la CFDT, m'a raconté comment, dans la négociation de Grenelle, en 1968,
il a imposé à Georges Pompidou l'idée de la formation professionnelle et permanente. Georges Pompidou, en matière de promotion, lui rétorquait qu'il fasse comme moi. Une famille de souche paysanne, un père instituteur, lui-même agrégé, puis Premier ministre et président de la République. Tel était le modèle. Dans les premières années de la formation continue, la demande est diverse. Beaucoup de ceux qui n'ont pas pu avoir une formation initiale longue rattrapent le temps perdu dans les domaines les plus variés. En ce sens, on peut considérer que la question de la laïcité semble dépassée. Les adultes s'ouvrent à toutes les réalités, professionnelles mais aussi sociales, voire religieuses en toute liberté et selon les modes les plus variés puisque le système de la formation continue ne repose pas sur un cadre institutionnel fort comme l'éducation nationale, et que son financement est diversifié. La crise économique va transformer profondément cette aspiration plurielle. On aurait pu considérer que le retour à une formation plus professionnalisante écartait les dangers des manipulations religieuses. En fait, la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. D'une part, parce que dans une phase d'interrogation sur l'avenir, de chômage prolongé, des sectes trouvent une brèche pour infiltrer leurs pseudo-solutions. D'autre part, et plus fondamentalement parce que la concurrence induite entre tous les individus, la nécessité de se vendre selon l'horrible expression entendue si souvent en formation, certaines conceptions de la culture d'entreprise devenue pensée unique font peser sur les personnes des dangers forts de manipulation qui posent en termes nouveaux la question de la laïcité. Les sectes. Cela fait maintenant une quinzaine d'années qu'on a pris conscience de l'action des sectes par le biais de la formation. En 1983, un premier rapport parlementaire d'Alain Vivien soulève le problème. En 1988, le directeur des lycées et collèges au ministère de l'Éducation nationale lance une enquête sur les tentatives d'ingérence des sectes. On s'aperçoit ensuite que certaines sociétés de conseil en management et autres instituts de formation sont les têtes de pont de la pénétration des sectes. Les scientologues, par exemple, ont réussi par ce biais à former des centaines de cadres d'entreprises prestigieuses. Pageste, Renault, UAP, Thomson, L'Oréal leur ont confié leurs collaborateurs, le plus souvent sans savoir à qui ils avaient affaire, affirme Serge Faubert dans son livre sur l'Église de Scientologie 5. Il donne en exemple une clinique de l'Essonne qui veut faire un audit interne. Elle s'adresse à Top Service France qui lui envoie un scientologue, lequel utilise un test de 200 questions qui est le test que présentent les scientologues dans la rue pour convaincre le chaland de suivre les cours de l'Église de Scientologie. L'audit propose évidemment de suivre des cours Hubbard, fondateur de la Scientologie, de Management 6. De nombreux dirigeants d'entreprises se trouvent abusés par les novations linguistiques de la Scientologie. Le chef des ventes de Perrier est ravi. Dire que je ne suis plus effet sur l'environnement serait exagéré, mais j'ai pu mieux connaître certains mécanismes de la communication. 7. Comprenne qui pourra. Un cas a été récemment mis en lumière car il a concerné plusieurs grandes entreprises dont EDF et la NPE. C'est celui de l'organisme de formation Avatar. Le cours de base d'Avatar, 12 000 F, d'une durée de 6 à 9 jours permettrait d'apprendre les principes gouvernant la création et l'expérience, la décréation et la gestion de la réalité. Les cours master et professionnels, environ 15 000 F la semaine, permettent d'activer et développer les 6 composants du succès: existence, motivation, perception, action, organisation, alignement. Le cours Wizard, 14 jours 45000 F, également appelé cours de magicien, donne l'aptitude à agir et percevoir indépendamment du corps, l'aptitude à identifier et établir le contact avec des formes de vie non physiques et l'aptitude à proposer et à exécuter une mission de civilisation alignée. 8. EDF, qui s'est fait piéger par Avatar, a réagi rapidement dès que la presse a dénoncé le caractère sectaire d'Avatar en rompant tout lien avec cet organisme. On peut toutefois s'interroger sur la singulière cécité qui fait accepter si rapidement ces stages sur l'énergie des leaders. Les conventions de formation d'Avatar mentionnaient la garantie d'une totale maîtrise de soi-même dans sa façon de réagir au changement, de retrouver ses énergies créatrices internes, de créer des schémas de fonctionnement positifs, harmonieux et efficaces. L'idée d'une totale maîtrise de soi me semble dangereuse et ressortie d'une attitude mystique plutôt que rationnelle. Par ailleurs,
Ce jargon ésotérique est aujourd'hui très présent dans le discours de beaucoup de formateurs qu'on ne peut cependant soupçonner d'être liés aux sectes. Au fond, le problème est peut-être moins celui des sectes que d'une façon de penser de certains acteurs économiques et responsables de formation. Publié en janvier 1996, le nouveau rapport de la Commission parlementaire sur les sectes, présidé par Alain Geste UDF et écrit par Jacques Guyard PS, propose d'informer les jeunes par l'éducation nationale. La Commission constate qu'aucun dispositif général d'information des élèves n'a pour l'instant été mis en place dans le cadre de l'éducation nationale. Elle propose que l'on inscrive dans les programmes d'instruction civique l'étude du phénomène sectaire. 9. Le rapport constate que les thèmes éducatifs et liés à la transformation personnelle sont au cœur de la stratégie des sectes. De nombreuses écoles privées sont liées à des sectes et proposent par des publicités affichées sur les murs des grandes villes un enseignement de soutien et de rattrapage. Les thèmes liés à la transformation personnelle sont essentiellement exploités par la faculté de parapsychologie de Paris, la scientologie, la méditation transcendantale ou la famille de Nazareth. 10. Discours ésotérique. La commission parlementaire refuse fort heureusement de proposer une législation d'exception contre les sectes. Il ne faut pas oublier en effet qu'à l'article 1er de la Constitution de la Ve République française, il est indiqué que la République respecte toutes les croyances. La commission parlementaire présente les indices qui permettent de supposer des pratiques sectaires. Déstabilisation mentale, caractère exorbitant des exigences financières, rupture induite avec l'environnement d'origine, atteinte à l'intégrité physique. 11. Ce qui est intéressant dans cette énumération, c'est qu'elle peut évidemment concerner l'action des sectes par la formation, mais aussi qu'elle pose des questions à la formation qu'il y ait secte ou pas. Car on assiste aujourd'hui à des glissements progressifs dangereux de la psychologie à la parapsychologie, du développement personnel au sacré et au magique dans la formation. Dans son ouvrage sur le développement personnel publié au Souffle d'Or, J. de Chance présente ainsi la charte du groupe Reliance qui est la référence de l'ouvrage. Le développement personnel ne serait que développement de l'ego s'il n'était sans cesse relié à l'être qui m'anime. Le groupe Reliance propose des douches émotionnelles. Il se trouve que j'ai trouvé cet ouvrage sur les rayons d'une Fnac de banlieue au département sciences humaines qui se subdivise de la façon suivante. Psychologie, psychanalyse, ethnologie, sociologie, religion, spiritualité, ésotérisme. Depuis quelques mois, la place de l'ésotérisme s'est considérablement accrue. Au rayon psychologie, on trouve pêle-mêle des ouvrages comme S'épanouir dans la vie professionnelle, Le visage reflet de l'âme, Psychologie et liberté intérieure, La conscience-énergie, Le télépsychisme, Les trucs anti-trac, Créez votre vie avec les yeux de votre soleil intérieur, Les 4 clés de l'équilibre personnel. Plusieurs de ces intitulés, et le contenu des ouvrages, sont problématiques du point de vue de la laïcité. Il y a rarement référence à une religion précise, et il n'est pas certain qu'une secte se cache derrière chaque auteur. En fait, ce qui est en cause, c'est une certaine conception de la personne et de sa formation. N'est-on pas prêt à tout aujourd'hui pour trouver un emploi ? Déjà, l'emploi de la graphologie, spécificité française, est très contestable et relève au moins partiellement de la pensée magique. Gérard Lioncan, dans un rapport intitulé Les libertés publiques et l'emploi, 12, critique le rôle de la graphologie dans le recrutement. Elle se heurte aux mêmes objections que les tests de la personnalité. Immixtion dans la vie privée, puisqu'on prétend atteindre à travers l'écriture les traits de la personnalité, non-pertinence pour l'accès à l'emploi. Au stade supérieur, on trouve la morphopsychologie, évoquée dans un titre cité, Le visage reflet de l'âme, et également utilisée à l'embauche. Après l'embauche, l'obligation d'adhérer à la supposée culture de l'entreprise, agrémentée de stages de formation avec saut à l'élastique et autres expériences limites chargées de conditionner le salarié, définissent les contours d'une nouvelle religion qui n'a sans doute pas d'autre Dieu que l'entreprise, mais qui pose tout autant la question de la laïcité que la place du catholicisme dans la France d'avant la Révolution. Au total, il convient pour poser la question de la laïcité de ne pas seulement se focaliser sur les religions instituées ou les sectes, mais de considérer que la laïcité c'est le respect de celui qui est formé. Laïcité européenne ? En conclusion,
On peut se poser la question de savoir si l'intégration européenne aura des conséquences sur la question de la laïcité et de la formation. On le sait, la laïcité n'est pas un concept présent de manière forte dans l'ensemble des États européens. Il y a encore des monarques sacrés, des religions d'État, de l'instruction religieuse quasi obligatoire. Cependant, à y regarder de plus près, l'ensemble des pays d'Europe a connu une évolution sur ces questions, même si les réponses apportées sont diverses. De Rousseau à Pestalozzi, Froebel, la Suédoise Elenki, John Dewey ou quelques autres, la conception des Lumières s'est établie progressivement dans l'éducation et la formation avec la conséquence que le formé doit être reconnu comme un participant actif et responsable et non seulement comme quelqu'un qu'il s'agit de modeler selon des normes préétablies. Cela n'a pas entraîné la disparition complète des systèmes éducatifs confessionnels, mais a permis de reconnaître dans la formation la pluralité des convictions. Y a-t-il dès lors une référence commune, un principe fondamental pour l'éducation en Europe ? Oui, si l'on en croit le récent rapport du groupe de réflexion sur l'éducation et la formation, mis en place par Edith Cresson, commissaire européen chargé de ces questions. Ce rapport, publié au début de 1997, rappelle les valeurs communes de la civilisation européenne parmi lesquelles on trouve évidemment les droits de l'homme, les libertés fondamentales et la légitimité démocratique. Mais le groupe y ajoute, et cela concerne particulièrement notre sujet, les principes du raisonnement rationnel, l'éthique de l'évidence et de la preuve. 13. Le mot laïcité n'est pas utilisé mais l'essentiel de ce qu'il peut représenter de manière positive, me semble présent dans cette référence. Ce qui est dénommé, ailleurs dans le rapport, « culture de l'autre 14 », semble ressortir d'une conception du respect des personnes qui interdit les manipulations sournoises, les vérités prétendument révélées comme les discours assénés sans preuve. L'idée du raisonnement rationnel est bien au cœur de tout processus d'éducation et de formation. Il n'oblige sans doute pas à un culte de la déesse raison, comme cela s'est fait sous la Révolution française, mais il requiert de la part de tous les formateurs une méthode, une préoccupation constante qui juge les contenus même de la formation. Cette charge de la preuve, notion que connaissent bien les juristes, oblige à admettre la discussion, la remise en cause permanente. Nous voilà revenus aux bases mêmes de l'université évoquée au début de ce texte. Colloque et diputatio. Ce n'est qu'un début, continuons le débat. Approche philosophique de l'éthique en éducation. Nicole Mosconi, professeur de sciences de l'éducation à l'Université Paris X Nanterre. Aujourd'hui, il semble que le questionnement éthique 15 soit à l'ordre du jour dans le champ de l'éducation et de la formation. Certes, il faudrait plutôt se demander comment a ou aurait été possible un temps s'il avait existé, où ce questionnement ne serait pas présent. Comme l'écrit Guy de Villers, l'éducateur est toujours supposé conduire son action en vue de ce qui est préférable pour l'éduqué. L'éducation a donc une dimension axiologique qui lui est essentielle, 16. Et dans cette dimension axiologique, les valeurs éthiques et morales apparaissent comme essentielles. Si en effet, on définit l'éducation comme cet ensemble de pratiques et de processus par lequel de l'humain advient en l'homme, 17, il est évident que, en tant qu'elle distingue, de l'homme comme fait, l'humain, comme valeur dont elle fait sa visée, son exigence et sa finalité, elle pose des problèmes éthiques et que, comme toute pratique de relation entre des personnes, l'éducation pose des problèmes moraux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.